Alors, merci de votre invitation déjà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, moi j'ai dirigé les établissements de santé en France pendant 20 ans. Et puis il y a donc 30 ans de cela, je me suis très tôt passionné pour les sujets de la RSE, du développement durable, de la santé environnementale, parce que je trouvais que ça n'avait pas de sens de piloter, de manager des établissements de santé avec des externalités négatives, des impacts sur la santé humaine, sur la biodiversité ou sur l'environnement. Donc je me suis lancé dès 98 dans la construction d'établissements éco-conçus. Alors je sais que vous êtes très avancé sur ces sujets-là, bah, pas nous, un peu moins. Et l'avantage de ces solutions, c'est qu'elles sont mutualisables, duplicables et que les résultats sont très très rapides. Et à partir de 2009, je me suis consacré à la création d'une agence, donc Primum Non Nocere, qui accompagne aujourd'hui les établissements de santé. Voilà quel est mon quotidien. Et je vais vous parler plus spécifiquement de cette démarche qui s'appelle très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale, qui intègre la totalité des thématiques, des réglementations françaises, européennes, sur ces sujets-là. Vous aurez mon support pour information. Donc cette démarche, elle se décline à tous les niveaux, et je vais d'abord vous donner quelques éléments de contexte que vous connaissez, mais ça mérite de commencer par ça. L'élément de contexte, c'est celui-là. On n'a pas forcément ça en tête, mais moi, quand je suis né, c'était dans ces années, à peu près par là. Donc dans ma courte vie, on a multiplié par 2 l'espèce humaine, en fait. On est passé de 4 à 8 milliards, comme ça, en 50 ans. Et quand ma grand-mère est née, elle est née là, c'est-à-dire qu'en un siècle, en une grand-mère, on a augmenté la population humaine et mondiale par 8. Donc voilà, j'ai fini mon intervention. C'est-à-dire que quand on est dans un univers où la population est multipliée par 8 en un espace-temps extrêmement court, parce que pour nous ça c'est long, mais l'espace d'une grand-mère sur les 2 millions qui viennent de passer, c'est rien du tout, eh bien inéluctablement ça montre que l'on ne peut pas consommer, jeter, gaspiller, que l'on ne peut pas continuer comme on fait là, parce que de toute façon nos ressources sont limitées. Et avec son lot d'impacts négatifs, je ne vais pas être anxiogène, mais sur le changement des températures et sur tout ce que vous savez sur ces sujets-là. Je vais donc essayer de vous décliner ce que peut être l'éco-conception des soins, ce que c'est, comment ça marche, comment ça fonctionne, comment on le met en œuvre, comment on le mesure, et je vais essayer de vous donner le plus de détails possible. Un des premiers sujets, c'est en capacité de mesurer l'empreinte carbone. Tout le monde connaît la logique de l'empreinte carbone, mais tout le monde n'ayant pas forcément la même culture sur le sujet, je vais vous résumer ce que c'est que l'empreinte carbone d'une organisation. Dès lors que l'on consomme de l'énergie fossile, fuel, gaz, pétrole, essence, on dégage dans l'air 7 gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre, ils se concentrent, c'est la couche qui est en rouge là, ce qui fait que les rayons du soleil qui par effet réverbération repartaient dans l'atmosphère, repartent moins. Et du coup, la température change, elle a augmenté de 0,7 degrés en un siècle, et les accords de Paris, notamment les lois Grenelle, sont là pour faire en sorte que cette température n'augmente pas de plus de 2 degrés dans le siècle qui vient. Sacré défi, parce que si on respecte les accords de Paris, on sait que ça va augmenter déjà de plus de 2 degrés. Ce qui veut dire que tout ce qui est en place actuellement, il va falloir aller plus loin, et on va trouver des solutions, puisque, encore une fois, je ne veux pas du tout être anxiogène, on connaît les solutions pour aller plus loin. Elles sont assez faciles et elles sont dans la salle. En clair, on connaît toutes les solutions des problèmes actuels, sauf que pour arriver à les mettre en œuvre et les résoudre et les appliquer, il faut que ce soit un engagement collectif. Si on est tout seul, si vous êtes tout seul ici à faire ce qu'on va raconter, ça ne servira à rien. Si l'ensemble des établissements hospitaliers, publics, privés, et puis aussi d'autres secteurs comme la culture, comme l'hôtellerie, s'engagent à réduire leurs différents impacts, et bien là, on va même dépasser les objectifs des accords de Paris. Donc ça peut être très inspirant si tout le monde s'y met, d'où l'importance de mutualiser les bonnes pratiques. Ne regardez pas les chiffres, juste les codes couleurs. C'est écrit trop petit, mais les codes couleurs sont très importants. Je vais vous donner une indication que certains d'entre vous ont peut-être, mais pas tout le monde. On a la plupart la conscience qu'il faut mesurer nos émissions de gaz à effet de serre. L'obligation, souvent, elle est faite sur ce qu'on appelle le scope 1 et 2, c'est-à-dire l'énergie directe. C'est quoi l'énergie directe dans une organisation ? Eh bien, dans cette pièce, c'est le chauffage, la clim, la lumière, la prise de l'ordinateur, éventuellement les frigos, puisqu'on a mangé tout à l'heure. Ça, c'est l'énergie directe que l'on consomme dans un bâtiment. Cela ne représente dans le monde hospitalier que 10% des émissions de gaz à effet de serre du secteur. On a agrégé pour faire ce dessin 300 bilans d'émissions de gaz à effet de serre que nous avons fait. C'est l'agrégation. Voilà ce qu'on a aujourd'hui comme obligation de mesure, en tout cas en ce qui concerne la France. En d'autres termes, si on ne travaille pas sur le reste, eh bien on ne changera rien. Par contre, si on change nos attitudes sur le reste, ça change tout. C'est quoi le reste ? Tout ce qui est déplacement. Patients, marchandises, familles, accompagnants, matières résiduelles, pour ne pas dire déchets. Ça représente presque un quart des émissions de gaz à effet de serre du secteur. Il y a plein d'innovations sur le sujet. Ensuite, il y a tout ce qui est l'économie circulaire, c'est-à-dire traitement, revalorisation des matières résiduelles, des déchets, les immobilisations et l'éco-conception des bâtiments, et surtout la politique d'achat, ce qui est en vert.
La politique d'achat hospitalière, c'est 65% des émissions de gaz à effet de serre. Et dans ma présentation, je vous montrerai plein d'exemples sur le sujet. Donc en clair, si on veut agir demain, bien évidemment, il faut travailler sur l'énergie directe, mais il faut aussi travailler de manière concomitante sur l'ensemble des autres secteurs. Sinon, ce qu'on fera, je vous le dis tout de suite, ne servira juste à rien si on met toute notre énergie uniquement sur ce qui génère 10% des émissions de gaz à effet de serre du secteur. Donc, dans la logique d'éco-conception des soins, il y a la prise en considération de l'empreinte carbone, de ce qu'on achète, des déplacements, des déchets et de l'énergie directe. Autre thématique, c'est la prévention des risques chimiques. Alors là, c'est un boulevard, on pourrait faire l'après-midi rien que là-dessus. Le monde hospitalier est très très exposé à des risques chimiques multiples, perturbateurs endocriniens, composés organiques volatiles, des produits qui peuvent être cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Ça, c'est un vrai chantier et on peut réduire de 70% l'impact sur ces sujets-là. Pareil sur les médicaments. Il existe quelques classements. Alors, c'est très rare en France de les voir appliqués. C'est la Suède qui a inventé ce classement. Je ne sais pas si vous l'appliquez chez vous, peut-être. En tout cas, la dynamique est très intéressante. La Suède a classé les médicaments en fonction d'un indice PBT, persistance, bioaccumulation, toxicité. Ils ont analysé la toxicité environnementale de 1200 molécules. Alors la difficulté, c'est que la Suède n'utilise que 1200 molécules. En France, on en utilise 3000. Donc ça n'est pas exhaustif. Il est donc difficile de se balader là-dessus pour avoir une stratégie globale. En revanche, ça permet, je vous ai mis une page d'exemple là à l'écran, vous voyez les médicaments et vous voyez leur notation qui va de 0 à 9, qui est l'agrégation de la persistance, de la bioaccumulation et de la toxicité. Et l'idée étant dans un hôpital, eh bien, de définir sur les 100 médicaments les plus consommés, si l'on peut substituer une molécule par une autre pour réduire l'empreinte médicamenteuse. Alors vous avez une chance en Suisse, une grande chance, c'est que vos stations d'épuration traitent les xénobiotiques, c'est-à-dire les effluents médicamenteux. Ce n'est pas le cas sur le territoire en France. Donc vous avez cette chance, ce qui ne veut pas dire qu'on peut jeter tout et n'importe quoi, mais nous, dans notre pays, il n'y a ni stratégie en amont, ni stratégie en aval, donc on retrouve des molécules médicamenteuses dans les eaux de boisson aujourd'hui, c'est sorti encore tout récemment, eau du robinet, et eau de rivière. Donc c'est un vrai chantier que de réduire cet impact médicamenteux. Les phtalates, vous connaissez bien ça si vous êtes soignant. Je sais que vous avez fait plein d'efforts là-dessus. L'idée est de supprimer les phtalates qui sont des assouplissants du PVC dans tous les matériaux plastiques. Alors on connaît bien les assouplissants des dispositifs médicaux, mais il n'y a pas que ça. Vous en avez dans les assouplissants de tout ce qui est alimentaire. Vous en avez aussi beaucoup dans les matériaux de construction. Donc l'idée, c'est de faire un hôpital, un lieu totalement exempt de perturbateurs endocriniens, et notamment sans cette fameuse molécule de DEHP. Et vous allez voir qu'on peut en retrouver dans beaucoup d'endroits. Donc ça, c'est un vrai sujet. L'exposition au formol également, chez nous, est un véritable problème. Il y a deux types de contenants. Le formol, on l'utilise pour les pièces anatomiques. Il y a les petites pièces anatomiques et les grosses pièces anatomiques. Le formol est un produit extrêmement dangereux, vous le savez. On peut le supprimer intégralement. Je ne sais pas si vous l'utilisez encore. Nous, on l'utilise partout. Hélas, on n'a pas mis en place de procédures de précaution et de protection des salariés en France, très clairement. Et l'exposition, elle est absolument colossale dans tout le pays. C'est un sujet limite tabou. Personne ne va en parler. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, voilà la réponse. Ça, c'est un hôpital qui travaille avec 9 laboratoires différents. Ça veut dire que l'hôpital gère 9 contenants différents, 9 contenus différents. Je ne vous dis pas la complexité du système. Sachant que dès lors qu'un salarié ouvre, qu'un collaborateur, un soignant ouvre le bouchon, eh bien, il respire des vapeurs de formol. Donc pour bouger ça, il faut bouger les lignes dans tous les labos d'Anapat. Et vous avez un prestataire qui a inventé ça. Voilà, je l'ai clairement mis à l'écran. Vous avez même la marque. Le formol est dans le bouchon. Le salarié n'est pas exposé. Le contenant est vide. Il n'y a pas de formol à l'intérieur. Vous mettez la pièce anatomique, vous fermez, vous appuyez sur le bouton, le formol coule. Ça coûte juste 30% plus cher. C'est là qu'on revient à ce que je vous évoquais tout à l'heure sur la politique d'achat, en fait. Ça, c'est juste 30% plus cher que ce que je vous ai montré précédemment. Mais 30% plus cher, en effet, si un hôpital en achète 400, 500 ou 1000, c'est 30% plus cher. Si 10, 20, 30, 40, 50 hôpitaux, voire plus, se mettent ensemble pour les acheter, le problème du coût n'est plus un problème. Donc ça, c'est un vrai défi demain. Il faut supprimer le formol dans nos établissements de santé. Dans la logique d'éco-conception des soins, je vais beaucoup vous parler d'emballage direct et indirect. Je vous ai fait une petite collection de photos que vous connaissez toutes et tous. J'imagine que vous avez ça partout. En tout cas, nous avons ça partout, aussi bien dans les officines de ville que dans les pharmacies à usage intérieur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on transporte des camions pleins de vide
dans tout le territoire, avec l'impact carbone que cela a, plus l'accidentologie, les nuisances sonores, les particules fines. C'est une pollution qui est absolument colossale. Et puis je vous ai rajouté une photo d'hier. Parce que travaillant avec un certain nombre d'établissements, souvent ils m'envoient des photos. Ça, c'est un container à collecte des ce qu'on appelle les D3E, les déchets électriques et électroniques. Donc il y a un éco-organisme en France qui est là pour sauver la planète et qui est donc là pour offrir des containers. Voilà ce qui est livré dans près de 500 établissements dans le pays. Et regardez ce qu'il y a dedans. C'est formidable. On remplit des camions de vide. C'est-à-dire que là, il y a une palette et un carton d'1 mètre cube, alors que ça peut tout à fait se livrer à plat. Donc, vous voyez que cette logique d'éco-conception, elle va loin. Elle va jusqu'à décortiquer la totalité des consommables et des emballages, directs et indirects, de tout ce que l'on achète. Vous parliez tout à l'heure de l'usage unique. Vous connaissez certainement ces outils. Ça, ce sont des ciseaux de cordon ombilicaux à usage unique, fabriqués en Chine, directement arrivés en bateau. L'impact carbone de cela se mesure. Quand on dit vaut-il mieux du jetable ou vaut-il mieux du lavable, eh bien, ça s'analyse. C'est ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie. On peut décortiquer le grammage, la provenance et l'empreinte carbone de tout ce qu'on fait. Donc, c'est tout à fait faisable. Et je vous présenterai même tout à l'heure des résultats d'analyse du cycle de vie sur des biberons. Donc imaginez que ça peut totalement se revaloriser à 100%. Dans des déchets d'activités de soins à risque infectieux, aujourd'hui dans les DASRI, j'imagine que c'est le même acronyme chez vous, non? Donc déchets de soins à risque infectieux, comment ça s'appelle chez vous? Déchets médicaux. Déchets médicaux. Chez nous, quand on fait un audit et une vérification, il n'y a en fait que 30% de déchets médicaux. Tout le reste, ce sont des ordures ménagères. Et dans les 30% qui restent, tout est revalorisable. On trouve du métal à usage unique, beaucoup de matières à base de papier, de non tissé, on retrouve du verre médicamenteux, énormément. Là, on s'est amusé à le mesurer. Sur 3 établissements de santé, on génère 100 tonnes de verre médicamenteux par an que nous détruisons. Alors que si on fait une catégorisation, là, on a ressorti des poubelles, tout ça, pour justement voir comment récupérer cette silice et la vendre ou la donner ou la faire récupérer par des gens qui fabriquent du béton, puisqu'on manque de silice pour fabriquer le béton. Alors qu'aujourd'hui, on détruit par incinération tout ce verre médicamenteux. Donc vous voyez que des enjeux en termes d'éco-conception, il y en a beaucoup. Ça, vous le connaissez bien. Ça, ce sont les biberons jetables à usage unique de nos maternités. Pour vous donner une idée, on jette par an en France 9 millions de ces fameuses nourettes et tétines et collerettes. 9 millions par an sont jetés, non revalorisés, alors qu'on pourrait passer à des solutions bien plus économiques. On en reparlera aussi tout à l'heure. Et puis dans les dispositifs médicaux, on retrouve des métaux précieux. On retrouve là-dedans, ce sont des sondes de services de cardiologie, de rythmologie très précisément. On retrouve dans ce type de sonde de l'or, du platine et de l'iridium. Au passage, l'iridium, c'est un métal précieux qui vient de l'espace puisqu'il est sur les comètes. Et ça, on le détruit par incinération aussi, on ne le récupère pas. Donc on peut mettre en place des collectes dans cette dimension de l'éco-conception des soins de métaux précieux, or, platine et iridium. Et certains établissements déjà le font, des filières existent. Toujours dans cette dynamique d'éco-conception des soins, on a la composition, ça répond un peu à la question que vous me posiez tout à l'heure, la composition de tous les produits qu'on achète, alors notamment dans une maternité, tous les produits liés aux mamans, aux femmes enceintes, aux jeunes femmes en âge de procréer ou aux nouveau-nés. Ça, c'est dans une trousse de toilette dans une maternité d'une marque qui s'appelle 0% carrément. Donc là, on est dans l'allégation la plus trompeuse possible. Et lorsque vous regardez la composition de ce produit, là, c'est la totale. Il y a 0% de rien et 100% de plusieurs produits suspectés de toxicité. Donc, dans une politique d'achat, dans un établissement qui se veut engager dans de la dynamique d'éco-conception des soins, il faut vraiment décortiquer la totalité de ce qu'on achète. Alors, comment on fait concrètement, quand on est dans une organisation de santé, pour mettre en place une politique d'achat responsable? Comment on peut faire pour rentrer très loin dans le détail? Alors nous, on a une méthode très simple. On a décortiqué des fiches de données de sécurité, des fiches de déclaration environnementale et sanitaire, et on les a mis en ligne. On a créé un site, voilà, le Lab RSE. Tous les établissements de santé qu'on accompagne, on décortique tous les produits que vous voyez là. Et derrière, on les met en ligne. Voilà, je me suis là amusé à vous mettre un produit. Alors là, c'est le top là, c'est le top 10 de notre sélection. Ça, c'est un produit qu'on a trouvé en crèche, un soin quotidien de l'hygiène intime pour les fillettes à partir de 2 ans. Déjà, il faut se poser la question de l'utilisation dans une politique d'achat. On n'a pas besoin d'acheter ça, c'est un non-sens total. Surtout quand on voit la liste des produits qui sont suspectés de toxicité. Là, vous avez toute la liste. Alors, vous avez des irritants, vous avez des perturbateurs endocriniens, des allergènes, dans des produits qui n'ont en plus aucune utilité.
Et Eva, pour répondre très directement à la question sur les gels d'échographie, voici les 3 que nous avons décortiqués. Et puis, je peux vous montrer l'exemple d'une de celles-là. Alors là, c'est pareil. On voit qu'il y a plusieurs produits qui sont également perturbateurs endocriniens et suspectés de toxicité. Alors que certains échographistes mettent de l'huile d'amande douce, tout simplement, pour régler le problème, et ça marche très bien. Voilà. C'est pas moi qui le dis, ce sont les échographistes. Hein. Et je peux vous connecter avec ces gens. Dans une politique d'achat, on a également tout ce qui concerne les implants. Tout ce qui est implantable dans le corps humain, est-ce qu'un chirurgien a bien la liste de la composition de tous ces implants? Non. Pas forcément. Donc c'est quand même intéressant de savoir ce qu'on met dans le corps. Surtout aussi que c'est intéressant pour savoir quand on récupère des fois certains implants, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les jette? Est-ce qu'on les incinère? Est-ce que dans ces implants, il y a du titane, il y a du métal précieux? Donc ça, c'est pareil. Dans la logique d'éco-conception des soins, au risque de me répéter en boucle, il faut connaître et insister auprès des fournisseurs et des industriels. La composition exhaustive de tout ce que l'on utilise, c'est la seule solution demain pour véritablement mesurer cette empreinte. Alors sur la question du plastique à usage unique, c'est bien simple, il va falloir revenir en arrière. Aujourd'hui, le problème du plastique est un véritable fléau. Je ne sais pas si vous en avez toutes et tous la conscience. On mange du plastique. On retrouve dans tous les mollusques des microbilles de plastique. On retrouve dans le miel des microbilles de plastique, dans tous les miels. Même les miels les plus agriculture biologique que vous voulez contiennent des microbilles de plastique. Plus récemment, on vient de mesurer les microbilles de plastique dans l'eau et dans l'air, et dans le placenta des mamans. Il y a des études incroyables à lire, je peux aussi vous les fournir si ça vous intéresse, où on retrouve maintenant des microbilles de plastique dans le sang du cordon ombilical. Et ça, c'est pas eux, ils, c'est nous. C'est-à-dire que c'est notre consommation effrénée de plastique à usage unique qui fait que derrière, cela génère cette pollution-là. Et la pollution, elle est diffuse. Là, je me suis permis de mettre les résultats d'analyse de lait infantile que nous avons faites et que nous avons financées pour montrer la migration des perturbateurs endocriniens du contenant vers le contenu. Vous avez en jaune le commentaire du laboratoire qui se dit être très inquiet au regard de ces molécules dont une est cancérigène suspectée et l'autre perturbateur endocrinien avéré. Ça, ce sont les biberons à usage unique en plastique que nous utilisons. D'où l'importance de passer demain à du verre et à du réutilisable. Qualité d'air intérieur. Dans la dimension de l'éco-conception des soins, ce sujet est absolument majeur. Et il ne touche pas que l'hôpital. Il touche l'ensemble des secteurs et l'ensemble des secteurs accueillants du public. Il faut avoir en tête que dans une pièce, l'air est 7 fois plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur. On n'a pas forcément tous cette conscience. J'ai souvent entendu dans les établissements de santé, on n'a pas le droit d'ouvrir les fenêtres parce qu'on va faire rentrer la pollution. Eh bien, c'est l'inverse. Quand on ouvre une fenêtre et que l'on aère, on lave l'air intérieur. Et pour cela, il faut connaître à peu près une dizaine d'éco-gestes pour faire en sorte qu'on achète des produits sans composés organiques volatiles. Ça, c'est l'étiquette, par exemple, qui est obligatoire en France, mais elle est déclarative, donc attention, ça ne suffit pas. Mais on a d'autres éco-gestes à mettre en œuvre. L'entretien des ventilations. Ce sont des photos de diagnostic que l'on fait. Là, vous voyez bien que ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Souvent, le problème de la qualité de l'air intérieur, ce sont des produits ménagers qui ne sont pas fermés. Quand je dis souvent, c'est dans 90% des cas. C'est tout le temps en réalité. Et donc ça, c'est très, très, très émissif. Tout ce qui est bac de trempage également, sur le trempage à froid, dans les services d'endoscopie ou autres. Ces produits-là également sont très émissifs. Et puis le rangement. Le rangement, on voit que ça peut être optimisé dans certains endroits. Donc sur la problématique de la qualité de l'air intérieur et des composés organiques volatiles, c'est un défi majeur dans les années à venir. Pourquoi? Juste des chiffres au niveau de l'Hexagone. Le coût de la mauvaise qualité de l'air intérieur dans les bâtiments du public chez nous, c'est 19 milliards d'euros par an. 19 milliards d'euros par an de pathologies générées par cette mauvaise qualité d'air intérieur et 48 000 décès par an prématurés à cause des pathologies liées à cela. Alors qu'en appliquant quelques éco-gestes très simples, une politique d'achat, le fait d'aérer et d'acheter des produits non émissifs permet de régler le problème. Donc c'est un véritable enjeu. Alors comment agir et quels indicateurs on peut suivre si on veut rentrer dans une dynamique d'éco-conception des soins? On va devenir un peu plus technique, mais vous allez voir, c'est tout à fait passionnant. Là, je vous ai mis les résultats de l'opération de la cataracte, où on a travaillé avec une équipe d'ophtalmo, on a tout pesé, tout mesuré pendant une semaine. Un service qui fait 5000 cataractes par an. On en est arrivé à des ratios où on sait pertinemment maintenant, exactement par acte, ce que l'on consomme comme matière première, comme ressource. Vous voyez, une opération de la cataracte, 120 litres d'eau. On n'a pas cette conscience-là. Eh bien, ce qui est passionnant avec cette méthode, et à la limite, ne retenez que ça dans tout ce que je vous ai dit, c'est que quand on présente ça à des équipes de soins, eh bien, ils s'approprient le sujet.
Souvent, la RSE, la santé environnementale, le développement durable, c'est autour de l'hôpital, c'est les déchets, c'est la pollution. C'est pas le cœur de l'hôpital, c'est pas le soin. Ça permet de mettre la RSE au cœur du système de santé. Sur ces données-là, il y a eu une très belle expérience, c'est que les collaborateurs de cet hôpital se sont réunis, ont travaillé avec les infirmières de bloc opératoire, les anesthésistes, les chirurgiens, les pharmaciens, et ils ont fait 2 constats et pris 2 décisions. Les poches de soluté d'eau salée étaient en 500 millilitres et ils se sont aperçus que sur 1 millier d'opérations, seuls 10% consommaient plus de 250 millilitres. Ils ont décidé de passer à des poches donc de 250 millilitres. Vous supprimez le coût, le surcoût, le stockage, le transport et le déchet à hauteur de moitié avec une décision comme celle-là. Pour ce qui est du trempage à froid, ils se sont aperçus qu'en fin de matinée, il y avait des contenants avec 5 litres d'eau et produits chimiques pour faire la désinfection à froid avant d'aller à l'autoclave. Eh bien, ils sont passés à des bacs de 2 litres. Ils ont divisé par 2 la totalité de la consommation de ces produits. Donc vous voyez que cette approche-là permet aux équipes de soins de s'approprier les sujets et de prendre des bonnes décisions. J'aime beaucoup cette image, elle n'est pas du tout de moi, elle est de Gabin Momal, qui est un interne que l'on a accompagné sur la mesure de l'analyse du cycle de vie, de la DMLA, cette opération qui dure 5 minutes dans un bloc opératoire. Ça, c'est le fruit de son travail pendant 6 mois, donc je veux absolument le citer, puisqu'il a fait un travail absolument formidable. Ça, ce sont les kilométrages cumulés pour arriver à faire cette opération dans un bloc opératoire en France aujourd'hui. De tous les dispositifs médicaux pour cet acte qui prend même pas 5 minutes dans un bloc opératoire. Donc en réalité, la problématique de la réindustrialisation, de l'économie circulaire, de l'achat local, eh bien, est une véritable clé dans les décennies à venir pour tous les pays du monde. Là, je ne parle plus de la France, je parle de tout le monde. Quand on voit que pour faire un acte comme ça, il faut générer 225 000 kilomètres, et que c'est le cas sur la totalité des opérations, c'est quand même d'une grande complexité. Alors, dans l'éco-conception des soins, on décortique aussi tout ce qui est déchets. Là, vous avez la photographie à un instant T de ce qui est généré pour un acte de chirurgie de la cataracte et l'équivalent CO2 généré par cet acte. Qu'est-ce qu'on mesure sur l'éco-conception des soins? C'est de la méthode qui s'appelle l'analyse du cycle de vie. Elle est officielle, ce n'est pas nous qui l'avons inventée. L'analyse du cycle de vie peut s'appliquer à un matériau de construction, à n'importe quel produit, mais aussi à un soin ou à un parcours de soins. Eh bien, on mesure 6 données. La consommation d'eau pour la réalisation d'un produit ou d'un soin, ce qui est généré en termes de toxicité humaine, de toxicité environnementale, l'impact sur le changement climatique, l'épuisement des ressources et la quantité de surface de terre exploitée pour justement fabriquer les ressources utilisées pour cet acte. Donc là, je vous mets un exemple sur une étude qu'on a fait dans un hôpital dans le sud de la France sur juste l'acte de prise de sang. Il y a 2 techniques pour faire une prise de sang. Eh bien, on a mesuré qu'à l'échelle de l'année, sur 40 000 prises de sang, eh bien, il y a consommation d'eau, impact sur la toxicité humaine, environnementale, changement climatique, ressources et terres occupées. Et ça permet après de faire des comparaisons, et ça permet aux équipes de s'apercevoir qu'une méthode est moins impactante que l'autre. C'est ça la dimension de l'éco-conception des soins qui peut s'appliquer absolument à tout. Et encore une fois, comme je vous le disais en introduction, il n'y a pas de dogme. C'est-à-dire que c'est l'outil qui permet de prendre la bonne décision en fonction des habitudes et des process de l'hôpital. Ça, c'est quelque chose qui peut permettre de générer de très, très nombreuses économies dans notre système. Ça, c'est une analyse très intéressante sur les biberons jetables à usage unique. On ne va pas rentrer dans le détail des chiffres, je vais vous donner juste les codes couleurs. On a mesuré l'analyse du cycle de vie des biberons jetables en plastique, c'est le jaune, des biberons jetables en verre, c'est le bleu, et des biberons lavables, c'est le vert. Vous voyez en un seul coup d'œil, que l'impact du verre et du plastique est à peu près équivalent, à peu de choses près. On pensait qu'il y avait beaucoup plus de différence que ça. Vous voyez pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas de dogme. Nous pensions et nous préconisions qu'il fallait passer à du verre jetable. Eh bien non, il n'y a quasiment pas d'impact. La réalité, c'est qu'il faut arrêter le jetable et systématiquement, là en l'occurrence sur le lait, passer sur du verre lavable. En plus, ça redonne du sens au métier des sages-femmes et des puéricultrices qui vont apprendre aux jeunes mamans à faire un biberon comme à la maison plutôt que de donner des biberons qui sont jetables. C'est comme si on nous apprenait tous les jours, le midi, lorsqu'on va manger à la cafétéria, à jeter nos tasses, nos couverts et nos sets de table. Donc c'est une vraie démarche de fond. Pareil sur la dialyse, on a fait des études d'impact environnemental sur une séance de dialyse. On sait ce que génère une séance de dialyse en termes d'équivalent CO2, très précisément. Ça permet là aussi de prendre des décisions. Certains industriels ont changé le grammage des dialyseurs
Quand vous réduisez de 40% le grammage d'un dialyseur, eh bien c'est 40% derrière de déchets en moins. Pareil sur les transports, il y a des expériences très intéressantes sur le sujet, notamment sur du transport partagé en ambulance de patients qui viennent en chirurgie ambulatoire, en chimio ou en dialyse. C'est autorisé depuis pas très longtemps en France. Je ne sais pas ici si c'est le cas. En tout cas, c'est autorisé et financé spécifiquement, c'est-à-dire qu'il y a 3 tarifs différents. On peut avoir dans une ambulance 3 patients. Alors, bien sûr, pas dans la période Covid. Je vous rassure tout de suite, ça a été complètement arrêté pendant cette période. Mais pendant 5 années, on a mesuré à l'échelle d'un établissement en banlieue parisienne la réduction de l'impact environnemental, CO2, consommation d'essence et donc coût pour l'assurance maladie et pour les ambulanciers. Eh bien, on a réduit de 30% l'impact carbone et de 200 000 € les dépenses de transport. Et tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire que l'ambulancier, au lieu de faire 3 transports et d'attendre 3 fois, parce qu'ils sont souvent en train d'attendre aux portes de nos hôpitaux, eh bien l'ambulancier prend 3 personnes, c'est calé, il y a un logiciel qui étudie la logistique pour prendre les 3 bonnes personnes ensemble et avoir un circuit de conduite qui soit cohérent par rapport au kilométrage. Donc on voit que même sur des sujets qui peuvent paraître un peu compliqués, on y arrive. Donc la logique du transport, elle est aussi très impactante. Et puis dans cette dynamique d'éco-conception des soins, on a voulu aller encore plus loin. Vous savez certainement que, je vous l'ai cité tout à l'heure, l'outil du bilan carbone, mais l'outil du bilan carbone, pour moi, je ne sais pas chez vous, mais ça ne marche pas quand on en parle à un décideur. Quand on dit à un décideur, que ce soit un directeur d'hôpital, un directeur du musée ou un industriel, votre activité a généré 7263 tonnes de CO2, je ne suis pas sûr que cette notion-là, elle parle à tout le monde. Eh bien, on a essayé d'aller plus loin et on a inventé une méthodologie et créé un site internet qui transforme toutes ces données en quantité d'eau, en surface occupée, en eau prélevée et, ça c'est la nouveauté, en maladies évitées. C'est-à-dire qu'on a été en capacité de transformer le CO2 par toutes les études internationales sur le sujet. On a réussi à transformer ces particules fines et ce CO2 généré en symptômes opératoires, en journées de travail perdues, en bonne santé perdue et en coût pour l'assurance maladie. Et ça, je l'ai anonymisé, mais ça, c'est un hôpital dans la région Occitanie. Et donc ça parle vraiment. C'est-à-dire que lorsque vous mettez un plan d'action de réduction de vos émissions de gaz à effet de serre de 20%, eh bien vous pouvez dire aussi, je participe indirectement à la réduction des pathologies dans mon environnement. Ce n'est pas anodin. Un exemple, en France, quand on a réduit la vitesse sur les autoroutes, tout le monde est monté au créneau, quand on a commencé à avoir des gilets jaunes, enfin tout le monde a manifesté. Et à juste titre, parce qu'on est quand même dans un monde où tout le monde est pressé. Quand on vous dit que sur l'autoroute, c'est le cas chez nous à Montpellier, on va passer de 130 à 90 dans certaines portions, c'est juste que c'est juste ingérable. Eh bien, des pneumologues m'ont expliqué qu'en réalité, si on réduit de 30% la vitesse autour des agglomérations, on réduit de 30% les particules fines et de 30% les maladies cardiovasculaires. Peut-être qu'on devrait nous l'expliquer comme ça. Et à mon sens, les professionnels de santé sont ceux qui sont les mieux à même d'expliquer ça aux patients, à leurs enfants, et même pas aux patients, à la société en général. Enfin, dans cette dynamique d'éco-conception des soins, on ne peut pas ne pas parler de la qualité de vie et de la santé au travail. C'est un des piliers. Si on est dans un hôpital où on participe à fabriquer les maladies de nos collaborateurs, les troubles musculo-squelettiques, l'exposition aux perturbateurs endocriniens, aux nanoparticules, ça ne fonctionne pas. Donc dans cette dimension d'éco-conception des soins, il y a tout un volet de mesure de la qualité de vie et de la santé au travail. Ça, c'est l'exemple d'un outil qu'on a créé, d'une application qui permet à un hôpital chaque année d'avoir ces mesures. Et puis une démarche plus globale, ça c'est ce qu'on appelle la démarche THQSE, qui mesure à l'échelle d'une organisation de santé ou à l'échelle d'un service l'engagement total sur tous les sujets des objectifs de développement durable de l'ONU. Ça permet de donner le score d'engagement d'un établissement et son plan d'action s'il veut réduire son empreinte. En termes de conclusion, avant qu'on puisse discuter entre nous, on a 3 objectifs devant nous. Et c'est si, et seulement si on s'engage tous collectivement sur ces 3 objectifs, qu'on arrivera à vivre un futur qui sera moins anxiogène que celui que l'on peut lire aujourd'hui, soit dans les rapports du GIEC, soit dans le dernier livre que la CIA a écrit sur le monde en 2040, que je vous engage à ne pas lire, bien sûr. Eh bien, il y a trois actions à mener tous ensemble et tout à fait faisables. Et aujourd'hui, ce qui est quand même assez formidable, c'est que nous, on a maintenant un réseau de plus de 400 établissements qui sont engagés dans ce que je vous dis là et qui mutualisent leurs bonnes pratiques. Les 3 sujets, c'est 1, la dépollution de nos organisations. Politique d'achat, suppression des produits chimiques, réduction des perturbateurs endocriniens, nanoparticules, même champs électromagnétiques. Dépolluons le secteur de la santé.
et tout le monde s'en portera mieux. Et nous avons ce rôle aussi de pédagogie, d'andragogie et d'exemplarité. Deuxième sujet, je n'ai pas beaucoup parlé de ça, mais je vous le mets enfin, c'est la déforestation importée et la réduction de la déforestation importée par nos achats. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on détruit 15 millions d'hectares de forêt par an dans le monde. Ce chiffre, j'ai toujours du mal à bien l'intégrer. 15 millions d'hectares de forêt sont détruits dans le monde, avec son lot d'animaux sauvages, de virus que l'on connaît, qui ont été identifiés. Il y en a plus de 5000 qui sont connus, d'animaux qui n'ont plus d'écosystème, qui viennent dans les villes, qui transmettent ces virus à des animaux domestiques ou à l'homme, zoonose, épidémie, pandémie. En clair, on va le dire très simple, si on ne met pas en place une politique d'achat réduisant la déforestation importée, ce qu'on a vécu avec le Covid n'est que le début d'une très très longue histoire qui peut être même bien plus terrible. Et la déforestation importée, c'est dans tous les achats. On a tous des masques à usage unique. D'où viennent-ils? Sont-ils biosourcés? Est-ce qu'ils arrivent du fin fond de l'Asie? Est-ce qu'on a abattu des forêts tropicales pour les fabriquer? Est-ce qu'elles sont fabriquées sur Lyon, Genève ou ailleurs? Toutes ces questions permettent cela. En alimentation, vous avez de la restauration. L'hôpital est le plus grand restaurant d'un pays. En termes de milliards de repas, il n'y a pas plus grand que cela. Eh bien, il y a des critères de choix très précis sur la réduction de la déforestation importée pour éviter justement de faire en sorte que, par nos achats, on participe à cela. L'Europe est le deuxième continent au monde favorisant la déforestation importée. Et puis le troisième sujet, c'est donc la décarbonation qu'on évoque depuis tout à l'heure. Décarbonation que l'on peut tous travailler. Si on respecte ces 13 clés, ces 13 sujets, donc un hôpital, très clairement, ça c'est un peu le résumé, doit travailler sur sa politique d'achat, sur sa consommation d'énergie directe et indirecte, sur sa production de déchets, sur les transports des patients, des professionnels, des marchandises, des déchets. Vous l'avez vu, près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. Sur la restauration éthique et durable. Les gaz d'anesthésie, ça fait partie, ce sont des gaz à effet de serre purs. Donc si on change certains gaz, on peut arriver à réduire de 40% son impact. De nouveaux prestataires aujourd'hui proposent même des solutions, je ne sais pas si vous avez ça ici, pour fabriquer l'oxygène médical. C'est-à-dire qu'on évite la livraison de toute l'année de bonbonnes d'oxygène médical. Ça, c'est une innovation, à mon sens, des plus importantes cette année, parce qu'on peut équiper dans son hôpital un appareil qui est considéré comme un dispositif médical, qui est entretenu bien sûr par des professionnels, qui fait que vous produisez vous-même votre oxygène, vous réduisez par 4 ou 5 les impacts environnementaux, et vous réduisez le prix d'à peu près 15% au volume. Donc vous voyez qu'il y a de gros enjeux derrière ce genre de solution. La dimension de l'éco-conception des soins, pour faire bosser l'ensemble des soignants sur le sujet, d'intégrer la totalité des prestataires de services dans cette dynamique. Je ne vais pas trop insister là-dessus, puisque ce n'est pas trop focus éco-conception des soins, mais les sous-traitants dans notre domaine, le linge, l'alimentation, des fois la stérilisation, eh bien, on doit aussi les embarquer dans ces dynamiques. L'éco-construction des bâtiments, qui est une clé, et bien sûr l'impact du numérique, tout ce qui est lié au Green IT, à l'impact du numérique, et on a tendance à l'oublier, puisqu'on a quand même beaucoup numérisé de choses ces derniers temps, remplacé beaucoup de transports en visioconférence, mais là aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un impact qui est très important. Enfin, je voudrais conclure là-dessus, parce qu'hélas, il n'y a pas beaucoup de professionnels de santé qui connaissent ça. C'est la charte de l'OMS pour les professionnels de santé. Vous l'aurez, parce que je la trouve, moi, absolument géniale. Elle est superbe, il faut tout lire. On nous dit clairement que les professionnels de santé doivent être formés, doivent être des exemples pour la société, doivent essaimer autour d'eux pour que justement cette dynamique de la réduction des impacts sur l'environnement et sur la santé humaine via ce changement climatique et les différentes pollutions, eh bien, ça puisse être porté très clairement par nos professionnels de santé. Encore faut-il qu'ils soient conscients, formés, sensibilisés et informés en continu sur ces sujets-là. Donc vous aurez ce document parce qu'il est vraiment très bien fait, il est très fort et il est hélas assez peu connu. Je vous ai mis un petit QR code parce qu'on est en train de créer un réseau francophone d'acteurs qui ont envie de s'engager. Je vous le dis clairement, ce n'est pas encore ce qu'on va en faire. Vous voyez, j'arrive pas avec un projet tout ficelé, mais j'ai la chance d'être dans un métier où je rencontre plein d'acteurs qui, sur ces sujets-là, ont envie d'agir. Beaucoup de gens me disent, on a envie d'agir, comment fait-on? Eh bien, on est en train de créer une communauté entre la Belgique, la Suisse, le Canada, la France, d'acteurs qui ont envie de s'engager pour demain mutualiser des bonnes pratiques. Donc, si vous avez envie de rejoindre cette dynamique, on va l'inventer ensemble, on va la co-construire, il n'y a pas de projet stratégique. L'idée, c'est de fédérer des professionnels de santé, des patients, des industriels, des gens qui ont envie de faire bouger les lignes parce que ce sera le mot de la fin avant qu'on puisse échanger. Vous l'avez vu, on est dans un contexte qui est quand même extrêmement compliqué, que ce soit sur l'énergie, sur la consommation, la provenance des matières.
Mais ce qui est absolument passionnant, c'est qu'il n'y a pas une seule thématique sur laquelle il n'y a pas de solution. Je ne vous aurais pas dit ça il y a 10 ans. Parce qu'en 10 ans, il s'est passé énormément de choses, il y a énormément de progrès qui ont été faits. Et plus les professionnels de santé vont s'engager dans ces dimensions, plus les patients vont être informés et exiger de leurs établissements de s'engager, plus les professionnels de demain qui se forment aujourd'hui, qui vont être embauchés dans les structures, vont avoir des exigences par rapport et à leurs fournisseurs et à leurs structures, plus ensemble on fera bouger les lignes. Et dès qu'on mutualise les pratiques, eh bien ça va très vite. Je suis à votre disposition pour échanger.